Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. 2 jours après l'ouverture officielle de la 4e édition de la foire du commerce intra-africain EATF 2025 à Alger, Tebboune appelle à bâtir une Afrique souveraine. Le chef de l'État a rappelé que cette édition se tient dans une conjoncture internationale difficile et sensible, marquée par une accélération des crises et des menaces pesant sur l'ordre mondial. Il a exprimé sa crainte de voir l'Afrique une nouvelle fois marginalisée, malgré ses immenses ressources et son potentiel humain. Sa voix est souvent affaiblie, son rôle réduit dans la redéfinition du nouvel ordre mondial, a-t-il déploré. Pour Tebboune, la rencontre d'Alger dépasse la simple dimension économique. Elle traduit une volonté collective de bâtir une Afrique unie, forte de sa volonté et influente dans son environnement régional et international. Mais le défi reste essentiellement économique. Tebboune a interrogé quelle place occupe l'Afrique dans l'économie mondiale. Certes, le défi est immense, mais la question qu'il fallait poser, Monsieur le Président, quelle place occupe l'Algérie dans l'économie africaine? On ne peut prétendre avoir une économie forte alors que tous les mécanismes et les politiques économiques successives sont archaïques et sans vision. En tant que pays, nous évoluons dans un climat anxiogène, qu'il soit à l'intérieur du pays ou avec une répression accrue des libertés publiques et les crises successives et récurrentes avec des pays voisins. Le dernier, le Mali, qui a déposé auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre l'Algérie, a annoncé dans un communiqué le ministère malien de l'administration territoriale. Le Mali accuse Alger d'avoir abattu un drone de l'armée malienne au-dessus du territoire malien. L'Algérie a rejeté ces accusations. Selon Alger, les données radars de son ministère de la Défense établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie par un drone de reconnaissance venu du Mali. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune à l'EATF 2025, l'Afrique, c'est l'avenir. Et le Mali porte plainte contre l'Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Abdelrahim Moussawar, universitaire, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Abdelrahim az-Zulflaoun. Bonsoir, mon frère Nasser. Salam alaikum, Az-Zulflaoun. Je salue toute l'équipe d'Al Magharibia TV que je remercie d'ailleurs pour l'invitation. Et je voudrais saluer aussi les invités d'Al Magharibia, sans oublier de souhaiter une fête de Maulid Nabawi, joyeuse fête à toutes les Algériennes et à tous les Algériens et à toute la communauté musulmane. Sans oublier d'exprimer une pensée profonde à tous nos détenus politiques et d'opinion du Hirak en Algérie. Merci beaucoup, c'est Abdelrahim Yatek Saha et Maulid Nabawi Sharif, à vous et à tous nos téléspectateurs et à notre ami aussi qui est avec nous ce soir, Monsieur Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Elias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Elias. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je remercie également toute l'équipe El Magharibia qui assure la couverture de l'émission. Aussi, ça me fait plaisir que soit notre ami et un grand militant, il faut le dire, sur la scène de la diaspora, notre ami Abdelrahim Moussawar, que j'ai partagé avec lui des moments très importants dans la vie militante ici en France. Il reste un militant sérieux, tenace,
Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir que je sois face à lui. Et puis aussi, je profite de l'occasion de présenter مولد نبوي شريف إلى كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية à travers le monde. Donc voilà, c'est une fête qu'il faut souhaiter, Inch'Allah, plein de santé et puis plein de bonnes choses pour le monde musulman et aussi pour l'humanité tout entière. Merci beaucoup, Lias. C'est Atek Saham. On va commencer bien sûr dans le vif du sujet ce soir. On aura bien sûr des questions qu'on va poser à nos invités par rapport donc à cette quatrième édition de la foire donc du commerce intra-africain IATF donc 2025 à Alger. On a vu les responsables algériens faire des déclarations, dont M. Al-Majid Tebboune, le chef de l'État, mais aussi on va revenir sur une deuxième question qui touche un peu la diplomatie, mais cette crise qui est récurrente donc avec le Mali donc qui dépose porte plainte contre l'Algérie au niveau donc du CPI et on va essayer de comprendre avec nos invités l'évolution donc de cette affaire. D'abord, on va commencer avec quelques journaux par rapport donc à cette foire, quatrième édition de la foire du commerce intra-africain, et on va commencer bien sûr avec l'APS attitré. Le président de la République plaide en faveur d'une vision fédératrice pour une Afrique forte et influente. Maghreb émergent. Tebboune à l'IATF 2025, l'Afrique ne peut plus se contenter de 3% du commerce mondial. Arte, l'Afrique, c'est l'avenir, affirme Abdelmajid Tebboune à l'ouverture de la quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine. Voilà, donc quelques titres par rapport donc à cette foire, quatrième édition de la foire donc intra-africaine qui est organisée à Alger en ce moment du 4 au 9. On va regarder ce petit reportage de l'ENTV et je reviens juste après à nos invités. جاء افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية كحدث استثنائي يختزل رهانات قارة بأكملها. طبعة جسدت إعلانا صريحا لإرادة واضحة لبناء فضاء إفريقي موحد متكامل وفاعل في موازين القوى العالمية. فالخطاب الذي رافق الحدث رسم ملامح مسار يقوم على تعزيز الشراكات البينية وتحرير المبادلات من القيود التي كبلت لسنوات الطاقات الإفريقية. إن هذه الطبعة تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، ظرف تتسارع فيه الأحداث وعلى نحو غير مسبوق، وتتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. وفي هذا السياق جاءت الإشادة بالإنجازات المعتبرة التي حققتها القارة خلال السنوات الأخيرة كتأكيد على أن إفريقيا أصبحت فضاء واعدا يشق طريقه بخطى ثابتة نحو التنمية، غير أن الرهان الأكبر وجه نحو الشباب باعتباره الفاعل الأساسي في صياغة المستقبل. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. Voilà, donc vous avez entendu ces déclarations du chef de l'État, M. Al-Majid Tebboune. Je vais commencer avec vous, Lias Djbaili, cette émission. Quand on entend Al-Majid Tebboune faire des déclarations pareilles, ce qui a été rapporté dans les journaux, bien sûr, Al-Majid Tebboune a dit l'Afrique, c'est l'avenir. Donc à l'ouverture de la quatrième édition de la foire du commerce intra-africain, Tebboune à l'IATF, donc l'Afrique ne peut plus se contenter de 3% du commerce mondial. La question qu'on se pose en tant qu'Algérien, en tant qu'analyste,
Elias Jubaili ou Abdelrahim Oussawar, c'est qu'on a une vision pour l'Afrique, on a une vision pour d'autres pays, on sait faire donc rapprocher les avis quand il y a des conflits entre deux pays. Mais qu'est-ce qui en est de vision par rapport à notre pays? C'est ce qu'ils demandent les Algériens, Elias Jubaili. Tout d'abord, l'Afrique réellement, dans la façon de voir les choses, a changé parce que l'Afrique, tout d'abord, est un grand continent, peuplé majoritairement de jeunes. Il y a une grande masse estudiantine à travers le continent, que ce soit pour les pays anglophones ou pour les pays francophones. Si on prend les pays francophones, vous avez 4 pays qui chapeautent qui montre un peu la puissance de l'Afrique, que l'avenir de l'Afrique est entre les mains des jeunes, si j'ose dire. Vous avez le Sénégal qui commence à se démocratiser, dont la classe dirigeante, c'est des jeunes, hein, c'est des quadras qui sont passés par l'université, c'est des militants, des droits de l'homme, qui sont dans le même timing, qui n'ont pas changé. Vous avez un petit peu le Bénin, un tout petit pays francophone, mais quand même une petite démocratie parce qu'il y a des jeunes. Vous avez aussi d'autres pays, hein, comme par exemple, on va dire comme la Côte d'Ivoire, malgré que Alassane Ouattara il est âgé, mais la classe dirigeante elle commence à pousser, à émerger et à mettre en place des conditions concrètes pour que leur pays, au fait, émerge, parce qu'ils savent que leur pays est suscite de grandes convoitises, surtout par les Occidentaux, surtout par les Américains qui veulent prendre un peu la région des Grands Lacs, Rwanda, la République démocratique du Congo, même le Congo Kinshasa. Donc tous ces des pays anglophones comme quand même 3 pays qui sont forts, il faut le dire, l'Afrique du Sud, première économie africaine. Qui derrière, vous avez le Nigeria, grand pays multiethnique, mais quand même, il est stable sur le plan politique et économique, d'après les analystes. Et puis aussi, vous avez un peu l'Ouganda, hein, certes, un pays anglophone où on n'a pas une idée sur l'Ouganda, une dictature un peu soft, si j'ose dire, mais qui a donné ses preuves sur le plan économique. C'est parce qu'il y a une opposition qui commence un petit peu à faire de l'entrisme. C'est pas de la transition, c'est de l'entrisme, mais qui donne des résultats de satisfaction. Par rapport à notre pays, il a toujours privilégié sa relation avec les pays anglophones. Donc ça, c'est l'histoire qu'il dit. Il faut analyser pour quelles raisons. Ces relations beaucoup plus fortes avec l'axe prétorial Afrique du Sud, le Nigeria, des pays anglophones, un peu avec le Ghana et aussi l'Ouganda. Nous avons des relations assez, je veux dire, modérées avec l'Ouganda. Quant avec les pays francophones, quasiment, ils nous ont échappé. Pourquoi? Parce qu'il y a le Maroc qui est d'Afrique de l'Ouest, elle est sous influence marocaine. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gambie, Mauritanie, quoique la Mauritanie elle est un peu neutre, et l'État du Sahel, en l'occurrence ces 3 pays, hein, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui nous ont échappé complètement parce que notre influence, elle devient quasiment inexistante, et parce qu'il y a une reconfiguration des cartes. Sur le plan politique, nous n'avons jamais... Enfin, nous, quand je dis non, le régime algérien, le pouvoir algérien n'a jamais voulu investir, concrètement parlant, pour ce grand continent qui est l'Afrique. Donc nous avons toujours considéré certains pays africains comme des subordonnés, juste pour qu'ils nous apportent soutien et assistance lors des congrès sur la question du Sahara occidental, sur certaines questions, et nous avons toujours privilégié, malheureusement, Yana, il faut le dire, la politique d'échiquier, c'est-à-dire à chaque fois, on fait des donations entre 900 et 1,4 milliard, on efface des dettes, tout ça pour avoir. Les Africains, ils ont compris. Ils veulent plus la tutelle d'autres pays. Déjà, l'AES, le Mali, même si je suis pas d'accord sur le Mali, parce que le Mali, c'est une junte militaire, mais ces pays ne veulent plus être sous la tutelle d'un autre pays. Il faut les comprendre, parce qu'ils veulent leur souveraineté. Tout pays a le droit d'être souverain, et tout pays a le droit de redéfinir ses propres influences,
comme il l'entend, parce qu'il a la souveraineté sur son peuple, sur sa terre et aussi sur ses ressources. Donc, sur le plan politique, il y a rien. Sur le plan économique, à Nasser, je vais redire rapidement ce que j'ai dit la dernière fois. Nous n'avons pas d'économie, donc nous ne pouvons pas pénétrer le continent africain qu'avec l'argent. L'argent c'est bien, mais c'est insuffisant pour pénétrer l'Afrique. Pour pénétrer l'Afrique, il faut une puissance économique, il faut une infrastructure économique très forte, il faut des banques qui fonctionnent selon les normes et les standards internationaux, il faut un outil de production locale performant, il faut des moyens de télécommunication assez vastes, assez larges, assez élargis, il faut construire des passerelles sur des partenariats économiques, il faut qu'on arrive à faire de la transformation industrielle, ce que nous n'avons jamais su le faire, hormis quelques petits éclats miracles comme Ain Samara, Ourouiba et compagnie. Donc on a toujours été dans l'assemblage. Reste avec nous, Lias Djubaili. Très bien, restez avec nous, Lias Djubaili. Abdelrahim Moussaour, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question? Bien sûr, on a fait beaucoup de publicité par rapport donc à cette foire. Certes qu'il y a beaucoup de choses positives, bien sûr, sur cet échange entre les pays africains. Mais est-ce que nous, en tant que pays, l'Algérie, a d'abord une politique qui peut pénétrer donc ces pays africains économiquement, où nous sommes en train de parler des choses alors que entre le récit et la réalité est tout autre. Peut-être, Lias Djubaili, on en a touché quelques points par rapport donc à cette question. Mais quand on entend Majid Tebboune dire que l'Afrique, c'est l'avenir, mais aussi il plaide en faveur d'une vision fédératrice pour une Afrique forte et influente. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces déclarations, Abdelrahim Moussaour? Effectivement, avant de parler peut-être de cette hégémonie, si j'ose dire, des hydrocarbures en Algérie sur tout ce qui pourrait constituer le PIB algérien, je voudrais juste dire que en disant l'avenir du monde c'est l'Afrique ou l'avenir c'est l'Afrique, Abdelmadjid Tebboune, le président désigné de Mouradia, n'a pas tout à fait tort, mais la question qui se pose, est-ce que il le dit en se projetant sur de vrais projets économiques d'éveil sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, c'est-à-dire à long terme, ou est-ce qu'il le dit tout simplement parce que de dignes enfants d'Algérie l'ont précédé en le disant. Depuis des années, le monde sait que l'avenir se joue en Afrique. Et nous, Africains, nous avons cette responsabilité, non seulement aujourd'hui, mais nous avons toujours eu cette responsabilité de de rappeler que ce continent est peuplé de plus de 70% de jeunes, c'est-à-dire de moins de 30 ans en termes de population. Et puis, regardons un peu la nature du système qui nous gouverne en Algérie. Aujourd'hui, on parle de l'IATF de 2025 à sa 4e édition. Je ne vais pas dire que ce sont de mauvaises choses, le fait d'organiser des forums, des rencontres internationales, etc. Moi, je vais essayer de ramener la question à l'échelle la plus importante dans une nation, dans un pays. Vous posez la question à un simple citoyen algérien, quand vous lui montrez toutes ces vidéos, toutes ces déclarations, c'est-à-dire celles qui sont faites, proférées dans le journal, le GT de 20 heures ou même les journaux télévisés, la PS+, toute cette presse qui est gagnée ou qui a été créée par la police politique en Algérie, vous lui montrez toutes ces déclarations, il vous dira une chose. Pendant ces 5 jours ou ces 6 jours de forum, le seul bénéficiaire, ce sont les présents dans ce forum. Pendant 5 jours, ils vont mener la belle vie, ils vont dans des hôtels étoilés, ils vont savourer cet argent du peuple. Et en Algérie, quand on parle de l'industrie, on parle de l'économie. Est-ce que l'industrie algérienne dépasse les 6 ou les 7% du PIB en Algérie? C'est ça la question. La réponse, c'est non. Alors, dire vanter ou plutôt une puissance à la fois économique, commerciale, régionale,
c'est bien, mais lorsqu'il s'agit de la vérité, de la réalité. Nous avons un système en place, on va pas loin. Il y a quelques années de cela, avec les promesses non tenues, qui a arrêté l'importation, les pneus et autres produits. Il a fallu attendre donc que 18 Algériennes et Algériens perdent la vie dans un accident de la circulation pour redémarrer l'importation et dire quelques jours après que l'importation des véhicules de transport, l'importation des pneus n'est pas une chose facile. Soyons un tout petit peu sérieux. Quand je dis soyons, c'est que je m'adresse à ce système, à ce pouvoir qui nous gouverne dans le mensonge, dans la vanité, dans tout ce qui est camouflage de la réalité. Aujourd'hui, en tant que peuple algérien, en tant que militant politique, syndicaliste, en tant qu'acteur associatif ou même dans les partis politiques, on ne demande qu'une seule chose. On demande que la vérité soit dite, on demande qu'on arrête avec ce mensonge qui est devenu avec les décennies c'est-à-dire de cette hégémonie d'un système en Algérie, c'est devenu un mensonge d'État. On demande aussi quand on parle de la jeunesse, et là, je reviens à cette phrase qui a été prononcée par le président désigné, en disant la jeunesse algérienne n'est prononcée, elle n'est saluée que lorsqu'on veut éviter tout mouvement social en disant l'avenir c'est la jeunesse. Oui, personne ne nous apprendra aujourd'hui que l'avenir d'un pays réside dans sa jeunesse, dans les compétences que peuvent avoir ces jeunesses. Et vous parlez de vérité, Abdelrahim Moussawar. On va écouter donc un documentaire, une vidéo donc de l'ENTV. Parlons donc de cette foire qui a été organisée à Alger. Vous l'avez dit, bon, peut-être une partie des Algériens ils vous diront que c'est une bonne chose. Mais ce reportage de l'ENTV peut-être nous dit que l'Algérie est devenue donc la plaque tournante de l'économie africaine. On regarde. جاء افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية كحدث استثنائي يختزل رهانات قارة بأكملها. طبعة جسدت إعلانا صريحا لإرادة واضحة لبناء فضاء إفريقي موحد متكامل وفاعل في موازين القوى العالمية. فالخطاب الذي رافق الحدث رسم ملامح مسار يقوم على تعزيز الشراكات البينية وتحرير المبادلات من القيود التي كبلت لسنوات الطاقات الإفريقية. إن هذه الطبعة تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، ظرف تتسارع فيه الأحداث وعلى نحو غير مسبوق، وتتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. وفي هذا السياق جاءت الإشادة بالإنجازات المعتبرة التي حققتها القارة خلال السنوات الأخيرة كتأكيد على أن إفريقيا أصبحت فضاء واعدا يشق طريقه بخطى ثابتة نحو التنمية، غير أن الرهان الأكبر وجه نحو الشباب باعتباره الفاعل الأساسي في صياغة المستقبل. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. Voilà, donc on va revenir sur un post aussi de Mohsen Belabbès, l'ancien président du RCD, et le matin, donc un titre journal Le Matin, contre le protocole trahit le chef de l'État. On y voit un président figé, seul devant un immense panneau qui l'écrase au lieu de l'honorer, là où l'image devait magnifier la puissance d'un pays hôte et traduire l'élan d'une rencontre continentale. Elle ne renvoie qu'à l'impression d'un vide glaçant et d'une solitude mise en scène. Lies Jubaili, on a souvent parlé de la médiocrité
au sein de nos institutions, mais aussi au sein de nos dirigeants, quand on voit les reportages de l'ENTV, quand on voit bien sûr les titres de la PS, on se dit ça y est, l'Algérie est sortie donc est devenue une puissance économique grâce donc à cette organisation de ce forum, de cette foire. Le problème qui se pose, c'est que la réalité, elle est là. Les Algériens vivent une réalité qui est tout autre de celle qui est racontée dans la télévision nationale. Absolument, Nasser. Il y a un grand décalage entre la réalité et vendre le rêve. La réalité, c'est que le peuple algérien, les Algériens, dans la majorité du peuple, hein, dans tous les coins du pays, vivent des périodes difficiles sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Parce que quelque part, tout est lié à une concaténation, une relation entre ces trois volets. Sur le plan économique, il y a l'inflation, ils n'arrivaient même pas à réfléchir. On nous dit l'inflation, c'est parce qu'on va essayer un petit peu de réduire le taux directeur. Mais je suis désolé, c'est parce que on nous dit il y a trop de circulation d'argent, il y a la sphère spéculative, il y a ceci, il y a cela. On va se pencher sur la rentrée scolaire, universitaire et sociale. On va essayer d'être vigilant et renforcer les mécanismes de contrôle, tout ce qui est lié à la sphère de la vente des fournitures. La réalité, elle est tout autre, Nasser. Il y a un problème de chauffage dans les écoles en Algérie. C'est une pensée pour les petits écoliers algériens qui vont faire leur entrée dans des conditions très difficiles. Les transports, manque de transport, même les transports deviennent des ambulances ou des flottes ambulantes de morts. Parce qu'on a vu la flotte routière qui est complètement décimée. Ce n'est pas parce que l'Algérien ne veut pas entretenir son matériel. Non, ce n'est pas parce que le petit propriétaire n'a pas voulu son pneu. Non, pas parce que le petit propriétaire n'a pas pu changer la direction de son véhicule. C'est parce qu'on a décidé de façon ubuesque et de façon chabaouia d'arrêter l'importation et ça s'est vu sur le long terme. Peut-être maintenant on voit cette vision quasiment mortifère de faire du peuple quasiment une tragédie à ciel ouvert. Donc aussi, il y a les repas chauds. Est-ce qu'on va garantir des repas chauds dans les cantines? Les cantines ne sont pas alimentées, les cantines ne sont pas ravitaillées. Comment on ravitaille les cantines? C'est par les moyens de transport. On veut mettre fin à des bus. Mais elle est où la solution de rechange? Ils ne sont pas encore vaccinés, disant qu'on va arrêter l'importation parce que la facture, elle nous coûte beaucoup plus cher au trésor public. Mais ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Préservons nos devises, mais à condition de trouver une solution de rechange, de substitution. Nous n'avons rien. D'ailleurs, il y a un grand ingénieur, je ne vais pas dire son nom, qui était dans le système. Il a quitté, bref, il a dit « Comment voulez-vous qu'on nous pousse à fabriquer des voitures, assembler des voitures, alors qu'on est incapable de fabriquer un crayon qui demande 3 matières. Un crayon, nous importons. Pour vous dire, nous sommes dépendants de l'importation. Donc, il faut compter aussi la question de l'eau, la gestion de l'eau dans certaines wilayas où il y a des wilayas qui n'ont pas d'eau. Il y a pas mal de wilayas qui réclament le wali qu'il n'y a pas d'eau, qui ne sont pas ravitaillés d'eau depuis quasiment une semaine. C'est ça la situation économique du pays. Sans compter sur le plan politique, la répression, société civile complètement verrouillée, toutes les libertés sont complètement à néant insuffisant. Et maintenant, ils veulent... C'est vrai, c'est une bonne chose. Sur la question de l'image de l'Algérie sur le plan international, il faut rester honnête. C'est vrai, ça donne une belle vitrine. Mais cette vitrine, elle est belle de façade. Mais à l'intérieur, mais rien ne va. Mais vous croyez que les Africains ne savent pas ce qui se passe chez nous en Algérie? Vous savez que les Ivoiriens, les Camerounais et d'autres pays un petit peu qui étaient des colonies françaises comme nous, ils ne savent pas ce qui se passe en Algérie? Vous croyez que le jeune Africain ne sait pas ce qui se passe sur le plan économique en Algérie? Vous croyez? Il y a des étudiants africains qui sont en Algérie.
qui partagent le quotidien avec des étudiants algériens, qui partagent le réfectoire, le dortoir, et qui voient ce qui se passe. Donc la réalité, elle est tout autre. Maintenant, s'il faut vendre l'image pour le court terme, est une bonne chose pour le régime, oui, mais c'est un non-événement pour nous. Entre nous, c'est un non-événement. Parce que pour organiser un tel événement de telle envergure, il faut avoir les reins solides, il faut avoir une économie forte, il faut avoir une politique forte. Alors nos voisins, nous sommes complètement isolés par nos voisins. Nous vivons seuls, en vase clos quasiment, il n'y a rien. Même les Russes, ils nous ont tourné le dos. D'ailleurs, peut-être votre question, on va essayer de l'analyser autrement pour vous dire que nous sommes isolés. C'est la seule vitrine qui permet un petit peu au régime, au pouvoir, de respirer, de trouver une fenêtre de tir respiratoire. Quant à l'image, rapidement, je laisse la parole à mon ami Abdelrahim. Abdelrahim, absolument. Regardez l'image, c'est tout un symbole. Un président qui est désigné, comme je reprends le terme d'Abdelrahim, un président complètement regard à gare, il est complètement perdu, il ne sait pas ce qu'il fait. On lui a dit qu'il faut qu'il reste ici pour recevoir les invités. On a vu même un invité qui lui a même pas salué. Je ne sais pas de quel pays, de quoi s'agit-il exactement, mais on voit très bien que tout, c'est juste une façade pour vendre une vitrine pour le court terme, alors que le peuple algérien vit une autre réalité, concrètement parlant. Très bien, restez avec nous, Elias Jubaïd. Abdelrahim Moussawar, quelle est votre réaction par rapport donc à ce poste de Mohsen Belabès qui a parlé donc de la symbolique de l'image, mais aussi notre ami Elias Jubaïd qui dit pour lui c'est un non-événement. L'image, elle est très importante, bien sûr, dans des événements pareils. Et là, je vais lire, bien sûr, le post de Mohsen Belabès. Je n'ai pu m'empêcher de commenter ce qui est pour moi l'image du jour, une image qui, à elle seule, dit plus que 1000 discours, extraite d'une séquence officielle. Cette image ne révèle pas la statue d'un chef de l'État, mais l'amateurisme désarmant de son entourage. Ce n'est pas une simple maladresse visuelle, c'est le symptôme d'un défaut plus profond, l'absence de regard stratégique chez ceux qui prétendent maîtriser l'art de la représentation du pouvoir, à l'heure où chaque cliché façonne instantanément la perception d'une nation. Comment expliquer qu'aucun conseiller n'ait su anticiper l'impact symbolique d'un tel extrait? C'est posé la question, Mohsen Belabès. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être faire passer le matin, si c'est possible, nos amis de la régie. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohsen Belabès? Qu'est-ce que vous en pensez du poste de Mohsen Belabès, Abdelrahim Moussawar? D'abord, je pense que pour la responsabilité, pour l'histoire en tant que militant, parfois il faut rendre à César ce qui appartient à César. La seule vitrine ou s'il y a un seul personnage dont on ne peut pas dire le contraire concernant la vitrine de l'Algérie à l'international, il s'agit de Benjama, qui est le représentant de la diplomatie algérienne à l'ONU, avec ses déclarations, avec ses prises de parole concernant la cause palestinienne, devant laquelle d'ailleurs nous nous inclinons aujourd'hui avec toute cette armada de terrorisme d'État d'Israël soutenu par les pays occidentaux. Sinon, c'est important effectivement l'image, la symbolique, la sémiotique, la sémiologie de l'image, c'est-à-dire le sens que cela peut nous montrer, c'est qu'il s'agit d'un président isolé, non seulement un président isolé, mais un président et c'est-à-dire d'autres dirigeants qui font partie du même système, qui ont confisqué les institutions, y compris le message à l'international, y compris la diplomatie. Effectivement, le volume ou plutôt l'apparence du président désigné devant cette grande affiche nous renseigne, elle en dit long. Je n'ai pas envie de faire de la comparaison, mais
Mais aujourd'hui, c'est vrai que le monde a besoin de chercher, de trouver plusieurs pôles pour sortir de l'hégémonie de la polarisation des États-Unis, la Russie, etc. Mais il y a quelques jours de cela, en Chine, il y a eu la commémoration des 80 ans c'est-à-dire de la victoire contre les nazis. Il faut savoir que le président chinois a invité plus que la moitié des présidents du monde. Ils étaient là. Lorsqu'un président s'affiche et affirme une puissance, une force, la moindre des choses, c'est que lorsqu'il se montre devant la télé, devant cette assemblée ou au forum, tous les autres invités doivent se mettre à ses côtés pour montrer que l'Algérie peut jouer un rôle, peut être un facteur de redémarrage, si vous voulez, économique en Afrique pour jouer un rôle très important. C'est pour cela que cette image montre en réalité ce qu'il y a derrière les rideaux. C'est-à-dire, il n'y a que de la démagogie, il n'y a qu'un message creux, c'est-à-dire un message gonflé à travers les mots, à travers les expressions utilisées, mais en réalité, il s'agit d'une coquille vide. Aujourd'hui, si l'on revient maintenant, parce que s'il y a une question qui me tient à cœur, depuis toujours, c'est bien la question de la jeunesse algérienne aujourd'hui. Quand on parle de l'Injazet, quand on parle de la victoire économique d'Abdelmajid Tebboune, etc., il me semble que le nombre de Haraga, le nombre de jeunes Algériens, même les étudiants qui font leur démarche pour rejoindre l'autre rive de la Méditerranée s'est multiplié, pas comparé aux années précédentes. Aujourd'hui, ça se limite pas seulement à des jeunes qui prennent des embarcations de fortune pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. C'est plutôt des familles entières, de vieilles personnes, des personnes moins jeunes qui décident de quitter le pays. Alors que même pendant la décennie noire, quand il y a eu ce terrorisme qui a été créé pour faire la guerre civile au peuple, il n'y avait pas autant de clandestins, il n'y avait pas autant d'Algériens qui voulaient quitter leur pays. C'est parce que tout simplement, nous avons un pays avec une jeunesse consciente. Non seulement elle est consciente de la façon dont le pays doit évoluer, mais elle est consciente des défis internationaux et que cette jeunesse, elle garde le caractère de la Silmiya, du Hirak de la Silmiya de 2019, qui continue dans les esprits, et ce pouvoir, il en est conscient. Il sait bien que, comme l'a dit notre frère Sofiane, la fameuse phrase, là, nous avons la même image qui se rediffuse, qui se refait depuis l'indépendance du pays. Ça veut dire qu'on ne porte la jeunesse que dans les discours officiels. Si on veut vraiment donner la chance à la jeunesse, peut-être pour répondre à la capacité de l'Algérie d'inventer. L'Algérien, il peut créer. L'Algérien, il peut inventer. L'Algérien, il peut faire évoluer la question de l'agriculture, la question de l'industrie. À chaque fois que les jeunes Algériens, que les Algériennes et les Algériens ont eu l'occasion de montrer leurs compétences, de leur capacité d'inventer, de créer, de travailler, ils ont fait des merveilles. Mais nous avons un système qui emprisonne, qui met en place des lois liberticides pour empêcher toute évolution sociale, pour empêcher toute expression populaire, pour empêcher que les jeunes et les moins jeunes en Algérie puissent dire ce que l'Algérie doit être demain. Très bien. Reste avec nous, Abdelrahim Moussaouar. Bien sûr, la deuxième question, c'est cette plainte contre l'Algérie devant la CIJ, donc la Cour internationale de justice, après la destruction d'un drone. La plainte donc qui a été portée par le Mali contre l'Algérie. On va regarder ce reportage de l'ENTV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AES Média, présenté par Salif Sangaré. Aujourd'hui, direction le Mali, où une nouvelle tension oppose Bamako et Alger. Le gouvernement malien a décidé de saisir officiellement la Cour internationale de justice contre l'Algérie. La raison, la destruction d'un drone militaire malien dans la région de Tinzaouaten, au nord de Kidal, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Selon Bamako, cet appareil, immatriculé TZ-98D, opérait strictement dans l'espace aérien malien lorsqu'il a été abattu. Pour les autorités, il s'agit d'un acte prémédité, sans justification valable, et surtout d'une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
Dans son communiqué, le gouvernement malien accuse également l'Algérie de collusion avec certains groupes armés terroristes actifs dans le nord du Mali. Bamako estime que la destruction du drone visait à entraver les opérations militaires menées contre ces groupes dans la zone sahélienne. Face au silence persistant d'Alger, malgré plusieurs requêtes, le Mali a donc décidé de porter l'affaire devant la CIJ, afin que justice soit rendue. Un nouvel épisode dans les relations déjà tendues entre les deux pays voisins, qui pourrait avoir d'importantes répercussions régionales. Bonjour à toutes et à tous. Désolé, c'était le communiqué donc des autorités maliennes, c'était pas donc le NTV, mais on va faire passer quelques titres des journaux, de la presse nationale, mais aussi internationale concernant cette affaire. On commence avec Maghreb émergent, le Mali saisi, donc la CIJ contre l'Algérie, des versions sur fond d'échecs sécuritaires, point d'interrogation. Donc, c'est posé la question, donc Maghreb émergent. Sputnik, donc on peut lire, dont le Mali a déposé une plainte contre l'Algérie suite à une attaque à la frontière. Donc, a titré donc le journal Sputnik. Arte, donc Russian TV, le Mali porte plainte contre l'Algérie devant la CIG après la destruction d'un drone militaire. Journal Le Monde, crise diplomatique entre Bamako et Alger, le Mali annonce une requête auprès de la CIJ. Et on termine avec le journal Jeune Afrique, crise Mali-Algérie, Bamako saisit la Cour internationale de justice. Yes Jubaili, on est en train de parler bien sûr des déclarations d'Ahmed Tebboune, on a entendu des ambitions africaines, mais la question qui se pose, c'est qu'on est face à un contraste, à une situation anxiogène, une situation de crise récurrente, avec des pays voisins comme les pays du Sahel, mais aussi avec d'autres pays comme la France, l'Espagne, et rupture diplomatique avec le Maroc. Comment peut-on lire donc cette initiative du Mali contre l'Algérie, Liège Bail? En fait, c'est très difficile à répondre pour une raison très simple, parce qu'il faut dire les choses de façon transparente. C'est que le pouvoir algérien s'en est rendu compte que ses erreurs sont énormes et sa diplomatie, elle est guidée que par des échecs cuisants, surtout au niveau de la sphère régionale, hein, surtout l'AES. Et il y a un mois de cela, le pouvoir algérien a voulu faire, il a tenté en tout cas, par le président désigné, M. Tebboune, de jouer ce qu'on appelle, il a proposé une médiation entre le Mali, entre l'armée régulière, le Mali, le nord du Mali, on va dire entre le pouvoir, la junte qui est pas Goïta, et le nord du Mali. Donc il voulait revenir de façon soft afin de retisser les relations, parce que les relations sont quasi mortes. Mais au fait, il est revenu, en voulant revenir, c'est pas par une bonne intention. Il faut dire les choses, Yana. C'est parce que le Mali, il s'est complètement... Parce que c'est quoi le Mali et l'Algérie? C'est une relation ancestrale, historique. Nous partageons presque 1400 km de frontières. Et la frontière entre le Mali et l'Algérie, c'est le désert du Sahel. Et dans le désert du Sahel, le Mali il a ses intérêts et l'Algérie elle a ses propres intérêts, ce qui est logique. Mais c'est que le pouvoir algérien a remarqué que sa diplomatie elle était vouée à l'échec, parce que le Mali il se rapproche de plus en plus du merzen, du pouvoir marocain finalement sur le plan économique. Parce qu'il faut dire les choses, hein, le Maroc, comme il a une économie diversifiée, sa affaire de lance, c'est les banques, le secteur bancaire et le secteur des télécommunications. Là, dans technologie, il y pointe en plus, et il a un réseau de sous-traitants qui peut être très performant, surtout pour cette région d'Afrique. En plus, il essaye, bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il essaye de donner une ouverture à ces pays-là pour les désenclaver parce qu'ils n'ont pas la mer.
Ça, sur le plan. La junte militaire, ils essaient de voir c'est quoi l'intérêt avec l'Algérie, c'est quoi l'intérêt avec le Maroc. Donc, ils ont décidé, ils n'ont pas donné une suite positive à Tebboune suite à la proposition de sa médiation. Et du coup, moi, on croit gentiment que peut-être que Goïta et surtout le régime malien, ils peuvent être touchés par ce geste, même si ce geste, il est calculé du pouvoir algérien. Parce que quelque part, l'Algérie ne veut pas avoir au niveau de sa frontière les ex-mercenaires Wagner qui sont devenus des Africa Corps. C'est un message aussi envoyé à la Russie. Il y a un désaccord stratégique avec la Russie parce que les partis, elle a laissé ces mercenaires qui vadrouillent au niveau de la frontière. Et du coup, donc Goïta, il faut dire les choses à Nasser parce que je connais certains opposants maliens, mais vraiment des opposants, je veux dire des vrais militants qui connaissent un petit peu les rouages de ce régime. C'est que nous n'avons pas su faire une lecture avec le régime militaire Goïta au Mali. Il fallait le faire de façon progressive, de façon tactique, pour ne serait-ce que garder les relations entre les deux peuples, le Mali et l'Algérie. Donc nous avons fauté sur le plan diplomatique. Et du coup, nous voulons compenser. Mais regardez bien, le Mali il est intraitable. Il a traîné sur sa dynamique le Niger et le Burkina Faso. Le Niger où le fameux gazoduc, si on va signer les contrats, qui va passer par Lagos et en transitant par le Niger, il risque de donner une fin de non-recevoir. Et du coup, ça veut dire que le projet qui va générer beaucoup d'argent économiquement avec des emplois, il risque d'être capoté. On va lui dire, écoutez, ne signez pas, mais on va compenser. Parce que le Niger, c'est un droit de passage. C'est pas de l'argent, c'est de l'argent, mais c'est un droit de passage. On va lui dire, écoutez, il n'y a pas de souci, on va vous compenser. Donc, regardez, maintenant, Goïta, il veut attaquer l'Algérie en déposant une plainte, une requête, au niveau, une requête. Ça veut dire que quasiment, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Algérie. Depuis 62, un pays qui dépose plainte auprès de la CIJ contre l'Algérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quasiment, nos relations sont quasi mortes avec le Mali. C'est-à-dire, les relations repartiront de plus belle, soit la junte elle partira, soit le régime algérien il part. Mais maintenant, c'est quasi impossible. Donc, ils sont poussés par qui ces Maliens? Est-ce qu'ils sont poussés par les Turcs? Sachant que le drone qui a été abattu le 1er avril 2025, il est de conception turque et il coûte quand même 300 000 € à Nasrallah. Il faut dire les choses, le prix. Parce que le Mali, les drones, ils les achètent par facilité. Un drone, ça coûte 300 000 €. Peut-être pour le régime algérien, 300 000 €, c'est rien, mais pour le Mali, c'est quelque chose. Et en plus, aussi, c'est pour neutraliser l'Algérie, j'en suis sûr. Il n'y a pas que le Mali qui agit seul. J'en suis sûr, quelque part, il y a d'autres mains étrangères qui ont poussé le Mali à déposer plainte. Et c'est qui la faute à Nasser? C'est reste avec nous. Et la faute surtout du président Tebboune depuis 2019. Il a fait de l'Algérie un pays hostile à tous les États à tous les pays voisins et frères qui nous entourent. Très bien, restez avec nous, Elias Jubaili. Il faut rappeler que l'Algérie a rejeté ces accusations du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussaoua? C'est la première fois, est en train de dire Elias Jubaili que nous vivons cette situation. On sait très bien que ça n'allait pas avec le Mali, surtout dans les pays du Sahel, le Burkina Faso, mais aussi le Niger. Mais là, le Mali va encore plus loin, donc il dépose plainte contre l'Algérie au niveau de la CIJ. Comment peut-on faire quelle lecture peut-on faire de cette situation encore qui complique les relations entre l'Algérie et le Mali? Deux pays voisins se compliquent, deviennent infernales et bien sûr les répercussions on les apercevra, on les verra, c'est-à-dire à travers les peuples, ça tombe directement sur les peuples. Après cette question, je pense qu'elle peut être analysée, qu'elle peut être vue à partir de plusieurs angles d'attaque, c'est-à-dire quand il s'agit de la souveraineté territoriale, je pense qu'aucun pays dans le monde
ne tolère ou ne laisse passer des objets, notamment des drones, d'obédience militaire, si vous voulez, traverser son territoire. D'ailleurs, c'est ça qui a visiblement, hein, c'est-à-dire dans l'apparence, c'est ce qui a posé problème en réalité, à moins que ce soit l'équivalent de ce qu'on appelle Hadithat al-Mirwaha, et le pouvoir algérien, ce que le pouvoir algérien ne veut pas admettre, c'est que depuis des années, il y a des changements, des fluctuations dans les relations internationales. Nous avons un président de la République désigné qui, il y a quelques années de cela, nous disait la Chine, ce sont nos amis. La Russie, ce sont nos amis. L'Inde ou le Brésil, ce sont nos amis. Et par la suite, nous avons vu une liste de pays qui ont rejoint les BRICS et finalement l'Algérie n'a pas été acceptée. Ce qui fait que là, même les rapports d'amitié doivent être étudiés, doivent être regardés de façon sérieuse. Aujourd'hui, on n'est plus avec le changement des relations diplomatiques comme, c'est-à-dire ce qu'il se passe sur la scène internationale aujourd'hui. Et si l'on prend la question des relations ou des frontières en Algérie avec cette tension qui se crée en Afrique, le Mali n'est peut-être plus ce qu'on considérait, ce qu'on pensait auparavant. Ce n'est plus une chose est sûre, c'est que ce n'est plus la question de Tbrah. Si je dis Tbrah, ça veut dire que je fais allusion aux milliards 500 millions de dollars de dettes qui ont été effacées. Je ne suis pas contre l'aide, contre le soutien financier des États, à des voisins, mais il faut que ce soit calculé, il faut que ce soit sur des bases, que ce soit fait sur des bases solides. Et permettez-moi en dernier de rappeler une chose, mon frère Nassar. Chez nous, en Algérie, en Kabyle, on dit j'ai envie juste de traduire à notre frère Lies, ça veut dire il y a le petit qui dit à son père, ils nous ont tapé, et le père qui a répondu, c'est parce qu'ils ont reconnu nos faiblesses. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire on est arrivé au point où d'anciens des pays voisins avec qui les peuples entretiennent de très bonnes relations, on arrive aujourd'hui à une certitude, c'est que le Mali, en déposant plainte à la Cour internationale de justice, c'est qu'il n'est pas seul, c'est que derrière, il est rassuré, il a des soutiens, et notamment par rapport à la place que devrait normalement jouer, plutôt avoir l'Algérie sur la scène régionale et sur la scène internationale. Très bien, merci beaucoup Abderrahim Moussaoua. Je rappelle que vous êtes universitaire et militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Et merci à Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha wa bqaw ala khair.